Le chirurgien a refusé d'opérer un sans-abri, jusqu'à ce qu'il voie le tatouage sur sa poitrine. Il entra dans la salle d'opération comme on entre dans un champ de bataille. Mais ce jour-là, le combat du docteur Morel n'était pas contre la mort. Il était contre lui-même. L'hôpital Saint-Laurent était plongé dans ce silence tendu qu'on ne connaît qu'entre deux urgences. Un orage s'annonçait dehors, et les éclairs projetaient sur les murs blancs des ombres presque religieuses. Le docteur Étienne Morel, chef de chirurgie, se frotta le visage, épuisé. 15 heures d'opération, 4 vies sauvées, et une dernière fiche d'admission qui attendait sur son bureau. Un sans-abri, retrouvé inconscient près de la gare. Fracture, traumatisme interne, hémorragie sévère. Pronostic vital engagé. Mais ce n'était pas le genre de cas qu'on présentait au docteur Morel, pas à lui. Lui, il choisissait les opérations. Les importantes, les rentables, celles qui donnaient de beaux articles dans le monde médical. On le transfère où, celui-là demanda-t-il, jetant un œil distrait au dossier. Aucun autre centre ne peut le prendre, docteur. Il faut l'opérer maintenant, sinon il ne passera pas la nuit, répondit l'interne, nerveux. Morel haussa les sourcils. Un clochard, sans papier, sans assurance. Vous savez combien coûte une salle d'opération? Le silence tomba. Même la machine à café sembla se taire. L'interne baissa la tête. Je sais, docteur, mais il est seul, et il portait quelque chose de particulier sur lui. Morel leva les yeux. Particulier? Un tatouage, sur la poitrine. On aurait dit une sorte d'emblème militaire. Le chirurgien fronça les sourcils, vaguement intrigué. Mais il balaya l'information d'un revers de main. On n'a pas le temps pour la poésie, Martin. Il faut être réaliste. Cet homme n'a personne, aucune couverture. Ce genre d'opération, c'est 20 000 euros de matériel jeté dans le vide. Il se leva, prit sa blouse, puis la reposa aussitôt. Quelque chose en lui résistait. Peut-être le ton de voix du jeune interne, peut-être le souvenir d'un autre temps. Car, autrefois, Étienne Morel n'était pas qu'un chirurgien célèbre. Il avait été un soldat, médecin militaire sur le front, avant que la gloire et les conférences internationales ne l'éloignent du bruit des balles et du sang. Il se souvenait encore de ces hommes couchés dans la poussière, hurlant son nom, de ces visages qu'il n'avait jamais oubliés. Il ferma les yeux. Bon, amenez-le. 10 minutes de préparation. Je veux le scanner et le groupe sanguin immédiatement. Le couloir vibra soudain de pas précipités. Les brancardiers apparurent, tirant un chariot où gisait un homme couvert de crasses et de blessures. Sa barbe, grise et épaisse, cachait la moitié de son visage. Mais sous la lampe, Morel vit ce tatouage dont parlait l'interne. Un symbole simple, 2 ailes croisées. Et, juste en dessous, une inscription à moitié effacée. Un jour, j'ai juré de sauver des vies, même celles de ceux qui m'ont oublié. Morel sentit son cœur s'arrêter un instant. Cette phrase, c'était la devise de son ancienne unité. Une unité qui avait disparu après une mission désastreuse, 17 ans plus tôt. Et soudain, un souvenir brutal remonta. Une nuit, dans le désert. Un jeune infirmier courageux, obstiné, qui refusait de partir sans avoir ramené un blessé. Son nom, Lucien Roche. Un homme que Morel avait laissé pour mort après une explosion. Un nom gravé sur la liste des disparus. Il recula, tremblant. Le sans-abri respirait difficilement, son torse se soulevant à peine. L'électrocardiogramme bipait lentement, faiblement. L'interne le regarda, inquiet. Docteur, on fait quoi? Morel inspira profondément. Sa voix était basse, presque rauque. On opère, maintenant, et que Dieu nous juge ensuite. Il avait juré d'opérer, sans état d'âme. Mais quand la foudre coupa les lumières du bloc, le docteur Morel comprit que ce n'était pas une opération. C'était un retour au front. La porte battante du bloc 3 se referma dans un souffle d'air froid. L'orage éclatait au-dessus de l'hôpital Saint-Laurent, la pluie martelant les vitrages, comme des milliers de doigts impatients. Sous la clarté crue des cialytiques, l'équipe se déploya.
Anouk à l'anesthésie, Martin l'interne à la table, Ray à l'instrumentation. Sur le chariot, l'homme qu'on avait ramené de la rue grelottait encore d'une fièvre sale, peau cireuse, respiration râpeuse. Les moniteurs s'allumèrent en cascade, fréquence 132, pression labile, saturation en chute douce, mais obstinée. Induction, annonça Anouk. Propofol, puis cura. Ventilation contrôlée. Vasopresseur prêt, répondit Ray. Morel enfila ses gants, la tête déjà ailleurs. Non pas loin, mais avant. Du sable, des toiles de tente, la nuit déchirée par un souffle. Des silhouettes qui crintaient des prénoms à s'en arracher la gorge. Lucien, il fit un signe. On dégagea le champ opératoire. Sous l'iode, le tatouage apparut net, 2 ailes croisées, la devise d'unité meurtrie sous les années. Et autour des côtes, comme un collier de souffrance, une cartographie de fractures, 5e et 6e à gauche, 7e à droite. Un enfoncement suspect. Le scanner rapide pris en salle de déchocage avait parlé. Hémopéritoine, probable déchirure splénique, suspicion de lésion hépatique, contusion du mésentère. Si on attendait, il se noyait dans son sang. Laparotomie médiane, dit Morel. On ouvre large. Damage control s'il faut. Sa voix était posée, métallique, sans sucre. Le premier trait au bistouri fendit la peau, net. Il entra, trouva la graisse jaune, puis la luisance sombre du sang qui perlait déjà à travers le péritoine. Aspirateur, Martin. Non, plus profond. Voilà. La cavité s'ouvrit et la salle eut ce silence réflexe des moments où l'on mesure la distance exacte entre la vie et l'abîme. Le sang remonta, lourd, chaud. Pax, dit-il. On tamponne quadrant. Splénique en premier. Ses mains oublièrent l'orgueil, se souvinrent du métier. On bourra de compresses, on écarta doucement. On révéla une rate lacérée qui pissait rouge sous chaque battement. Clampe atraumatique, ligature du pédicule splénique. Il eut le geste sûr, la pointe exacte, le fil qui mord, qui cède, et la mare recula d'un pas. Un bip aigu fendit l'air. SAT à 85, annonça Anouk. Tension 70 systolique. J'augmente la noradrée. Continue, dit Morel sans lever les yeux. On avance. Sous le champ, le foie montrait une déchirure capsulaire au segment 6. Sinistre sourcil qui perlait. Il posa des points en U, injecta de la colle hémostatique, caressa du regard le rebord cardiaque du diaphragme. Un hémothorax discret se devinait. Les côtes n'avaient pas menti. Un éclair blanc traversa les vitres, suivi d'un grondement. Les lumières vacillèrent. 1 seconde, 2. Puis le groupe électrogène reprit. La salle respira. Mais l'orage avait déjà réveillé en Morel la nuit du désert. La tente éclairée par une lampe à pétrole, la perf qui goutte trop lentement, et Lucien qui dit « On ne laisse personne, Doc », avant de disparaître dans la poussière et la colère. « Doc !» La voix venait d'en dessous. Impossible. Intubé, curarisé. Anouk fronça les sourcils. « Effet résiduel ?»« Rien, dit-elle. Ce n'est pas physiologique. » Morel pencha la tête. 1 goutte, 2, glissèrent du front du sans-abri. La bouche, pourtant prisonnière du tube, articula une ombre de syllabes. « Eh, tienne !» Le monde serra autour du cœur du chirurgien. Personne dans l'équipe ne releva ce murmure. Mais pour lui, ce fut un accroc entre 2 temps, comme si les veines du présent communiquaient d'un coup avec celles d'un passé qu'il avait ligaturé trop court. « On continue, » dit-il plus bas. Au niveau du mésentère, une artériole filait son sang comme une mèche. Il cala une pince, sutura à petits points, rattrapa la fuite, la pression remonta. 85, 90. « Bien !» souffla Anouk. Ray déposa sur le champ une poche transparente, un sachet plastique contenant ce qu'on avait retiré des poches du patient. Un bracelet tressé en paracorde, délavé, un bouton de treillis militaire, et une plaque métallique, sans chaîne, bosselée. On a trouvé ça, docteur, dans son manteau. J'ai pensé que... Pas maintenant, Ray, dit Morel. Mais ses yeux, malgré lui, accrochèrent l'acier. On lisait, frappé au centre, Roche, Lucien. Et, plus bas, gravé au couteau, maladroit mais ferme, pour EM, 1 jour de plus.
Clamp! Cria Martin. Le saignement avait repris au foie. Brutal, geyser mince. Ballon hépatique, dit Morel. Non? Très bien, compresse en sandwich et fibrine par-dessus. Il sentit le rythme revenir au bout de ses doigts. Placer, appuyer, attendre, écouter la musique des bips. La tension se stabilisa à 98. La SAT remonta, 93-95. On ferme provisoirement. Il est froid, coagulopathe, acidose, damage control. Vous voulez un VAC? Oui, on reviendra pour la révision dans 24 à 36 heures, si tout tient. On posa le pansement sous dépression, on fixa, on scella. L'orage s'éloignait au dehors, comme une armée fatiguée. Dans la salle, l'air n'avait plus la même densité. L'équipe redevenait des silhouettes humaines, pas des fantômes pendus au fil d'un battement. Temps opératoire. 68 minutes, dit Anouk. Stabilisé. Transfuse encore une poche. Et ICU directement, ordonna Morel. Il ôta lentement ses gants, les yeux collés à la plaque sur la table d'instruments. Ray, donnez-moi ça. Le métal pesa dans sa main. Roche, Lucien. La signature gravée. EM. Il avait laissé Lucien sur un bivouac éventré, une jambe en vrac, du bruit partout, des ordres contraires. On leur avait dit « repli ». Il avait obéi, la rage en bouche, en se promettant de revenir avec une section et une civière. On avait perdu la position. On n'était jamais revenu. « Un docteur !» La voix de Martin le tira. « Vous connaissiez ?» Morel referma la main sur la plaque comme on cache une faute. Je connaissais son nom. Il fit signe qu'on emmène le brancard. Dans le sas, la verrière laissa entrer une lumière neuve, lavée. Les brancardiers partirent vers l'AREA. Morel resta seul une seconde. L'odeur d'iode encore sous la peau, le vrombissement des extracteurs comme un ventilateur de tente. Anouk le rejoignit. « Vous l'avez sauvé, Étienne. » Il eut un sourire cassé. « On l'a repris au bord. Sauvé. On verra demain. » Ils traversèrent le couloir. Sur un banc, un agent d'accueil somnolait, et une bénévole de l'association Hiver Solidaire posait un gobelet de soupe oublié. Morel s'arrêta. « Ce patient, dit-il doucement, il aura un nom dans son dossier, pas de X. Écrivez Lucien Roche. »« Vous êtes sûr ?» demanda l'agent. « Aussi sûr que ma main. » Dans le vestiaire, il posa la plaque sur l'étagère, à côté de son stéthoscope, comme un talisman revenu de loin. Sa paume tremblait. Sous la porte, on entendait la ville reprendre ses klaxons. Il s'assit, le front contre les doigts. Revoir un visage dans les traits ravagés d'un autre, c'est revivre 2 fois la même nuit. La poignée tourna, Martin passa la tête. « Docteur, l'AREA a appelé. »« Il a fait un arrêt ?»« Non, mieux. Il s'est agité à l'appel de votre nom. » Anouk a noté une réaction quand l'infirmière a dit « Docteur Morel ». Le chirurgien se leva, comme on saute un fossé invisible. On y va. Dans l'unité de soins intensifs, la lumière était plus douce. Les écrans dessinaient des montagnes vertes, régulières. Lucien, car c'était bien lui, le monde pouvait bien refuser d'y croire, gisait, branché, chauffé, couché dans une blancheur presque indécente pour un homme venu des trottoirs. Une infirmière murmura au chevet « Bonjour, monsieur Roche. Vous êtes à l'abri. » Le front se plissa. Les paupières frémirent. Morel s'approcha. Il hésita, puis posa 2 doigts sur la face antérieure de l'épaule. Là où, autrefois, les hommes de leur section se donnaient une tape avant de partir en patrouille. « Lucien, dit-il. C'est Étienne. On a fait demi-tour cette fois. » Au moniteur, la fréquence ralentit d'un cran, comme si un corps retrouvait un rythme oublié. Anouk sourit derrière son masque. « Il vous entend. » Ray frappa doucement à la vitre. « Docteur, il y avait aussi ça dans la poche de son manteau. Une enveloppe froissée, maculée de pluie. Au feutre noir, une adresse. À remettre au docteur Étienne Morel, hôpital Saint-Laurent, si un jour je retombe sur ses mains. » Il l'attendit. Le papier était gonflé d'eau, mais la ligne tenait. Morel ne l'ouvrit pas. Pas encore. Il la glissa dans la poche de sa blouse, à l'endroit exact où il rangeait, 20 ans plus tôt, les lettres qu'il n'osait pas écrire. Il se tourna vers l'équipe. On le surveille serré, 2 heures. Hémostase à contrôler, lactate à suivre.
Je veux qu'on prépare un scanner de contrôle si la pression joue avec nous. Et il s'interrompit, puis ajouta, la voix plus douce, je veux aussi qu'on appelle hiver solidaire. Qu'on prévienne qu'un lit social sera trouvé quand il sortira. On ne le renverra pas à la rue. Martin cligna. Qui va payer, docteur? Moi, répondit Morel. Si personne ne se presse. Et l'hôpital, s'il se souvient pourquoi, il s'appelle Saint-Laurent. 1 heure passa, puis 2. Les chiffres tinrent bon. L'orage s'éloigna, laissant sur Paris une odeur de pierre lavée. Dans sa poche, la lettre pesait comme une petite vérité. Il sortit sur la terrasse des soignants. Le matin grignotait la nuit par l'est. Il ouvrit enfin l'enveloppe, du bout des doigts, de peur d'arracher un mot. Sur la première ligne, une écriture penchée. Doc, si c'est vous, alors la vie a de l'humour. Vous n'êtes pas revenu ce soir-là, moi non plus, mais je vous ai attendu 20 ans. Morel releva la tête. Dans le reflet de la baie vitrée, il vit un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait plus l'air important, mais vivant. Au même instant, la sonnerie de la réa mordit l'air. Docteur, la voix d'Anouk, trop haute pour être banale. Chute tensionnelle, abdomen quittant. On le rappelle. On l'ouvre si besoin. Morel serra la lettre, puis la glissa contre son cœur. Préparez le bloc. Il repartit en courant, comme on court vers sa faute pour enfin la réparer. Il pensait sauver un inconnu. Mais quand le cœur du sans-abri s'arrêta sur la table, le chirurgien comprit. C'était sa propre dette qu'il essayait de ranimer. Les alarmes hurlèrent déjà quand Étienne Morel repoussa les battants du bloc. Lucien, pâle, ventre tendu, suintait du sang sous le pansement. La tension plongeait, les bips dansaient en montagne russe. « Rupture du pansement sous vide !» cria Anouk. « On perd le flux !»« On ouvre tout de suite !» répondit Morel, sans hésiter. Les gants claquèrent, les masques se replacèrent. Le bistouri fendit la peau fraîchement suturée. L'air libéra une odeur de fer et d'iode. Sous les compresses, le foie pissait rouge de nouveau. Le poing avait lâché. « Sutures en X, rapide !»« Martin, tiens l'aspirateur !» Le jeune interne tremblait. Morel, lui, retrouvait son vieux geste de guerre. Chaque point qu'il posait résonnait comme une phrase qu'il n'avait jamais dite. « Pardon, Lucien. Pardon d'avoir obéi. Pardon d'avoir survécu. » Le flux céda enfin. Le foie saigna encore, puis se tut. Anouk annonça. Pression 75. 82. Ça remonte. Étienne soupira sans s'arrêter. Fermez l'hémostase au fil fin. On va gagner cette bataille. Mais soudain, sur le moniteur, la ligne verte s'aplatit. Un long bip figea la salle. Asystolie cria Anouk. Massage. Les mains du chirurgien quittèrent le ventre pour frapper le thorax. 1, 2, 3 compressions. Adrénaline! Charge! Le choc électrique illumina la salle d'un éclair bleu. Rien. Deuxième choc. Toujours rien. Lucien, murmura Étienne. Pas maintenant. Pas après 20 ans. Il posa son front sur la poitrine ouverte, juste un instant. Et là, sous ses doigts, il sentit quelque chose. Pas un battement. Une chaleur. Encore, cria-t-il. Troisième. Le corps se souleva. Un silence. Puis, bip, bip. Anouk éclata en rire nerveux. Rythme revenu. 58, régulier. Étienne resta immobile. Dans ses gants tachés, il tenait le cœur vivant d'un homme qu'il avait laissé mourir autrefois. L'opération dura encore 2 heures. Quand ils sortirent enfin du bloc, l'aube filtrait à travers les vitres du couloir, dorant les murs gris. Lucien respirait sous assistance, stable, couvert de pansements. Anouk posa une main sur l'épaule du chirurgien. « Vous devriez dormir un peu. Plus tard. Il y a des nuits qu'on doit finir debout. » Dans la salle de repos, Morel relut la lettre. Une seconde page était collée derrière la première. « Si jamais mes côtes s'ouvrent sous ton scalpel, souviens-toi, je ne t'en ai jamais voulu. Tu n'as pas fui, tu as obéi. Moi, j'ai survécu en t'attendant. Lucien. » Ses mains tremblaient. Toute la colère, toute la honte fondaient comme une suture qu'on retire trop tard.
2 jours plus tard, Lucien ouvrit les yeux. Il était faible, branché, mais conscient. Étienne entra sans blouse, seulement son manteau de pluie. T'as encore trouvé le moyen de revenir en salle d'op, vieux fou, murmura-t-il. Lucien esquissa un sourire, sans voix. Je t'avais dit qu'on se reverrait, ajouta le chirurgien. Et cette fois, je suis resté. Lucien leva péniblement la main, cherchant son bras. Étienne la prit. Entre leurs paumes, il n'y avait plus ni guerre, ni rue, ni dette. Juste le battement calme d'une promesse tenue. 3 semaines plus tard, l'hôpital organisa une petite cérémonie. Lucien sortait debout, encore fragile. Debout, le directeur, costume trop propre, demanda « Docteur Morel, pourquoi avoir assumé tous les frais d'un inconnu ?» Étienne répondit simplement « Parce qu'il ne l'était plus ». Lucien s'approcha, vêtu d'une chemise donnée par les infirmières. Il tendit un paquet, un scalpel, usé, monté en pendentif. « Un rappel, dit-il, pour ne jamais oublier ce qu'un seul geste peut réparer. La vraie chirurgie ne se fait pas seulement avec les mains, mais avec le cœur. Parfois, sauver quelqu'un, c'est rouvrir la plaie qu'on portait en silence depuis trop longtemps. Si cette histoire vous a touché, laissez un, commentez et partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à Histoire de Dîmes, là où chaque cicatrice cache une histoire d'humanité.